Un héros de guerre est entré dans un tribunal, arborant la plus haute distinction nationale, et le juge lui a ordonné de la retirer. À cet instant précis, des années d'injustice enfouies ont refait surface. On pouvait entendre une plume tomber tandis que le sergent Delrin Massey se tenait droit, silencieux et imperturbable. La salle d'audience de Wilmington, dans le Delaware, n'était pas bondée, mais elle n'était pas non plus vide. Sur le papier, il s'agissait d'une simple affaire civile, un ancien combattant, un ami de Fordrin, poursuivi pour un litige contractuel. Delrin était venu témoigner en tant que témoin de moralité ou rien de dramatique, du moins c'est ce que tout le monde pensait. Il portait son uniforme de cérémonie, chaussures cirées, garnitures impeccables, chaque ruban aligné. Mais ce qui attirait tous les regards, c'était la petite étoile dorée épinglée sur son cœur, la médaille d'honneur. Lorsqu'il monta à la barre, la salle entière se transforma, non pas à cause de ses paroles ou de ses actes, mais simplement parce qu'il n'avait rien à prouver. Il était la preuve. L'huissier s'éclaircit la gorge. Sergent Delrin Massey, armée américaine, retraité. Les bottes de Delrin claquèrent doucement sur le sol tandis qu'il levait la main droite. À cet instant, le juge Franklin Dorsey l'interrompit, « Attendez. » Il y eut un long silence pesant. Le greffier leva les yeux. Les avocats échangèrent un regard. « J'ai besoin que vous retiriez la médaille, » dit le juge. « Nous privilégions ici un environnement neutre, exempt d'insignes excessifs qui pourraient influencer la perception. » Delrin se figea, non par défi, mais sous le choc. Son avocat murmura, « Votre honneur, la médaille d'honneur n'est pas un décor. » Dorsey ne broncha pas, « Nous sommes dans un tribunal, pas dans une cérémonie. » Un silence s'abattit sur la galerie. Un murmure ou deux, le clic étouffé d'un téléphone. Delrin prit une profonde inspiration, détacha la médaille de sa veste et la posa sur ses genoux. Ni sur la table, ni pour l'exposer, juste dans sa main. Il ne protesta pas et ne demanda pas pourquoi. Son silence résonna plus fort que n'importe quelle protestation. Après avoir témoigné, il s'est retiré sans un mot, sans serrer la main ni hocher la tête, et a quitté la salle d'audience, la médaille toujours à la main. Dehors, un journaliste du Wilmington Ledger fumait près du trottoir, observant l'expression de Delrin. Un stagiaire le suivait, téléphone à la main, mettant en ligne la vidéo. À la tombée de la nuit, la vidéo avait été vue plus de 600 000 fois, sous la légende, un juge ordonne au lauréat de la médaille d'honneur de retirer sa médaille dans la salle d'audience. Sérieusement ? Les associations d'anciens combattants ont tagué leur section. Les militants ont dénoncé la conduite du juge. Les civils, ignorant tout du décorum militaire, ont néanmoins ressenti l'injustice. Le juge Dorsey a refusé de commenter, et Delrin n'a rien dit non plus. Il est rentré à son hôtel, a ignoré son téléphone et n'a publié aucune déclaration. Il s'est assis au bord du lit, contemplant le parking, ni colère, ni indignation, seulement le silence. Tard ce soir-là, il appela sa mère. « Ça va » demanda-t-elle. « Oui » répondit-il. « Juste fatigué. » Elle marqua une pause, puis dit doucement, « Tu l'as gagné de tes mains, de tes pieds et de ton sang. » Certains ne savent pas ce que le respect sent avant de s'en être étouffé. Delrin ne répondit pas. Il laissa simplement ses paroles reposer. Ce que personne ne réalisait encore, c'était l'ampleur des dégâts et la portée de leurs répercussions. 2 jours plus tard, Delrin était de retour à Chesapeake, en Virginie, seul sur sa piste habituelle derrière le parking de l'église, Boone, son labrador croisé, trottinant devant. Vêtu d'un sweat à capuche Old Navy et d'un short de sport, il ressemblait à n'importe quel homme promenant son chien. Mais dans cette ville, les gens le connaissaient. À l'épicerie du coin, il disait instinctivement « Merci, monsieur ». Le facteur laissait des avis d'alerte météo sur le pas de sa porte. Des inconnus déposaient des drapeaux et des cartes près de sa boîte aux lettres. Bien avant la Syrie, Fordrin et ce tribunal, Delrin n'était qu'un enfant du sud du Norfolk, élevé par sa mère, Cora, une infirmière en soins palliatifs à la retraite, qui croyait aux tranchants et aux paroles douces. Son père, Bernard, mourut alors que Delrin avait 14 ans, mais ses leçons discrètes ou être à l'heure, parler avec détermination le suivirent. Il s'engagea à 19 ans, non par amour du combat, mais par désir de porter un fardeau plus lourd que lui. Après des déploiements et un passage comme l'un des rares gardes noirs à la tombe du soldat inconnu d'Arlington où un simple pli dans une chaussette pouvait vous renvoyer chez vous, il se retrouva à diriger une opération de sauvetage sous le feu ennemi dans le nord-est de la Syrie en 2018. 2 soldats sous le bras, il les porta en sécurité. L'un d'eux survécut.
Un mois plus tard, il apprit qu'on le pressait de lui décerner la médaille d'honneur. Il garda cette distinction précieuse, la rangeant après une cérémonie privée. La porter, c'est comme voler la voix de quelqu'un d'autre, confia-t-il à un ami. Pourtant, lorsqu'on le pressa de porter la médaille dans le Delaware, il accepta. Quand on pense petit devant des gens petits, on rapetisse, lui avait prévenu son ami. Alors il la porta. À présent, à l'ombre du pin, sur ce sentier familier, il sortit la médaille de sa poche et l'examina sans colère, seulement avec une douleur sourde, comme si on lui avait demandé si bruyamment de ne plus exister. Ce soir-là, Cora lui apporta du thé. Elle lui tendit la tasse et dit, « Tu vas le laisser s'en tirer comme ça ?» Il la regarda et admit, « Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. » Elle sourit doucement, « Ne reste pas assis si longtemps que tu en oublies de te tenir debout. » Et ainsi Delrin Massey se tenait prête pour la prochaine bataille, sachant que la salle d'audience n'était que la première. Il dit doucement, « Si j'avais dit non, si j'avais refusé, que serait-il arrivé ?» Julius renifla. Il vous aurait probablement accusé d'outrage ou aurait trouvé un prétexte pour faire évacuer la salle d'audience. C'est le propre des gens comme Dorsey, ils n'aiment pas être contestés, ni à voix haute, ni en public, surtout pas par quelqu'un qu'ils ne peuvent ignorer. Delran regarda son vieil ami. Je ne cherchais pas à le défier. Tu n'étais pas obligé, dit Julius. Il sirota à nouveau son café. Tu es entré avec une vérité qu'il ne pouvait pas contrôler, et il a paniqué. À quelques stands de là, quelqu'un murmura le nom de Delran. Un homme d'âge moyen se leva près du comptoir, lui adressa un bref salut respectueux, puis s'éclipsa. Delran lui adressa un bref signe de tête en guise d'acquiescement. Tu vois ça, murmura Julius en désignant la porte d'un signe de tête. C'est pour ça que les gens parlent. Ils savent quand quelque chose ne va pas, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Delran soupira et posa sa tasse. Je n'ai rien demandé, je suis juste venu soutenir un ami. Peu importe. Il t'a trouvé quand même. Ils finirent leur petit déjeuner en silence. Alors qu'ils retournaient à leur camion, Julius reprit la parole, ses mots flottant dans l'air humide du matin, vous avez le choix maintenant. Vous pouvez vous taire, ou commencer à parler. Delran ne dit rien. Ce soir-là, après avoir fermé le Bundes-dîner, il se retrouva dans sa cuisine, les yeux fixés sur la médaille toujours dans sa pochette de velours, toujours rangée dans le tiroir à chaussettes, sous son linge blanc soigneusement plié. Il la sortit et la serra dans sa main. Elle lui semblait plus lourde que d'habitude. Il repensa à cette salle d'audience, à la rapidité avec laquelle l'atmosphère changeait, à la façon dont il passait du statut de témoin à celui de distrait en un instant, comme si sa présence était devenue trop bruyante, trop complexe. Il retourna la médaille dans sa main, examinant sa surface nue. Il n'y avait ici aucun prestige, seulement de la responsabilité. Il s'assit à sa table de cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Plus de 300 courriels l'attendaient dans sa boîte de réception. Les objets débordaient de messages comme « Nous sommes à vos côtés » et « La voix d'un vétéran compte ». La plupart provenaient d'inconnus, quelques-uns d'anciens camarades dont il n'avait plus eu de nouvelles depuis des années, un même de la famille d'un soldat qu'il avait emmené hors du champ de bataille en Syrie. Il n'en ouvrit aucun, pas encore. À la place, il cliqua sur la vidéo mise en ligne par le stagiaire. Il se regarda entrer dans la salle d'audience, vit le juge lever la main. Il figea l'image au moment où Dorsey commençait à détacher la médaille. Dans cette image figée, Delran paraissait calme, presque stoïque, mais il comprenait désormais ce que Julius voulait dire. Ce n'était pas seulement un homme réduit au silence. C'était un message effacé, destiné non seulement à lui, mais à tous ceux qui lui ressemblaient, à tous ceux qui avaient servi comme lui, à tous ceux qui avaient gagné l'honneur dans un pays qui remettait encore en question leurs valeurs. Le lendemain matin, il a ouvert un email, puis un autre, puis 10. À midi, il avait répondu à des dizaines d'entre eux et avait même appelé quelqu'un pour l'aider à comprendre la suite. À ce moment-là, d'autres avaient déjà commencé à creuser. Sierra Lagne, 31 ans, ne supportait pas le silence, surtout pas dans les salles d'audience, dans la presse écrite ou de la part des personnes au pouvoir. Connue dans le Delaware comme une journaliste d'une précision irréprochable, elle traquait les tendances, les détails discrets, les liens que la plupart des gens ignoraient. Lorsque la vidéo du juge Franklin Dorsey ordonnant à Delran Massey de retirer sa médaille d'honneur est devenue virale, elle a résisté à l'envie de réagir immédiatement. Elle l'a regardé 5 fois, puis s'est réfugiée dans son petit appartement new-yorkais et a fait ce qu'elle faisait toujours quand quelque chose clochait, elle a commencé à creuser.
Elle se souvint d'une histoire qu'elle avait couverte 3 ans plus tôt, le témoignage d'un marine latino-américain avait été rejeté par le même juge au tribunal des affaires familiales, qui avait insisté sur le fait que le traumatisme militaire de l'homme avait altéré son jugement. Cette affaire n'avait guère fait de vagues à l'époque, mais Sierra ressortit alors le dossier, sergent-chef Luis Barra, vétéran de Fallujah, démobilisé avec les honneurs, sans antécédent judiciaire, privé de garde partagée pour manque de maîtrise émotionnelle. 3 heures plus tard, Sierra avait découvert 5 autres cas, chacun impliquant des vétérans issus de minorités que Dorsey avait subtilement discrédités. Des expressions comme « présence distrayant de l'uniforme » ou « services antérieurs sans rapport direct » émaillaient ces décisions, l'une d'elles qualifiait même une médaille de bronze star de « potentiellement préjudiciable à l'opinion du jury ». Elle ne se hâta pas de juger, ou ce n'était pas son genre, mais elle savait que le fil conducteur valait la peine d'être tiré. Sierra a contacté Marney Keller, une sténographe judiciaire à la retraite qui avait passé des années au tribunal de Dorsey. « Tu veux vraiment y aller ?» lui a demandé Marney. « J'y suis déjà », répondit Sierra. Après une pause, Marney a déclaré « Il n'a jamais crié ni juré, mais il avait une façon de vous faire sentir que votre simple présence était une offense, surtout si vous portiez votre histoire sur votre manche. » Sierra a publié le lendemain une brève chronique factuelle intitulée « Cohérence judiciaire ou respect sélectif, un regard sur l'histoire judiciaire du juge Dorsey ». Elle a énuméré 6 affaires, cité les transcriptions, sans ajouter de commentaires, et a conclu par une question précise, pourquoi le service militaire impose-t-il le respect dans certains cas et la résistance dans d'autres? L'article s'est rapidement répandu. Des associations d'anciens combattants l'ont relayé. Des chaînes de télévision locales ont appelé. Sierra a refusé les interviews, elle voulait des comptes, pas de l'attention. Sa boîte de réception était remplie de conseils, un assistant juridique anonyme, un défenseur public longtemps silencieux, des notes décrivant comment Dorsey avait un jour remanié un jury pour éliminer les membres portant des insignes militaires, ou avait qualifié un officier noir de la marine des « influences émotionnellement instables ». Pendant ce temps, Delran battait en retraite. Il ne publiait rien. Il parcourait les clips vidéo, les articles de fond, les interviews. C'en était trop, il détestait être un symbole pour les inconnus. Mais le courrier continuait d'affluer. D'abord, une simple enveloppe manie sans adresse de retour, à l'intérieur, un mot manuscrit d'une femme de Charleston dont le frère, revenu d'Irak, avait été accueilli par le silence. « Tu n'as pas parlé », écrivait-elle, « mais tu as dit ce qu'il n'a jamais pu dire. » Puis une carte d'un pompier à la retraite de Milwaukee. Puis des liasses de lettres de lycéens d'Albany, toutes plus colorées les unes que les autres, certaines décorées de dessins tremblants, d'autres contenant de petits drapeaux pliés. Delran tenait chaque lettre avec soin, consciente que désormais, le silence n'était plus une option. Au début, Delran ne savait pas quoi en faire. Il empila les lettres dans une boîte à chaussures sur la table de la cuisine. Rapidement, cette seule boîte devint 2, puis 3. Une enveloppe attira son attention, un rouge vif contrastant avec le carton brun. À l'intérieur, pressé si fort que le crayon bleu laissait des empreintes au dos, se trouvait un mot d'enfant. « Cher Monsieur Massy. Je m'appelle Terence Clay. J'ai 12 ans et j'habite à Camden, dans le New Jersey. J'ai vu la vidéo de toi au tribunal. J'ai dit à ma mère que tu ressemblais à un super-héros. Elle a dit que tu étais un vrai soldat. Je veux en être un aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait être méchant avec les héros. Je pense que tu es courageux même quand tu ne dis rien. Ne te sens pas mal, certaines personnes ne savent tout simplement pas comment se comporter. Ton ami, Terence. » Au dos du billet, Terence avait dessiné Delran debout sur ce qui ressemblait à un sol de tribunal. Le métal brillait autour de lui comme un emblème de bande dessinée. Un minuscule juge, éclipsé par son propre bureau, ordonna « Enlevez-le », tandis que la figure héroïque de Delran répondait calmement « Non ». Le dessin fit sourire Dellar. Ce soir-là, bien après que Cora fut couchée et que Boone se fut recroquevillé à ses pieds, Dellar s'assit à la table, la pile de lettres à sa gauche et celle de Terence devant lui. Il prit un stylo, retourna la feuille, puis marqua une pause. Au lieu d'écrire sur cette feuille griffonnée de crayon, il prit une page blanche et recommença. « Cher Terence. Merci pour votre lettre. Je pense que les super-héros sont plus discrets qu'on ne le pense. Ils se fatiguent parfois, mais ils persistent, non pas par envie de se battre, mais parce que certaines choses valent la peine d'être conservées. J'étais fier de porter cette médaille, mais encore plus fier de prendre soin de mon peuple, même dans les moments difficiles. Reste curieux, pose des questions et prends soin de ta mère, c'est un travail colossal. Ton ami.
Monsieur Massy. Il la plia soigneusement, la glissa dans une enveloppe adressée à Thérence, sans fioriture, juste des mots sincères. Le lendemain matin, il posta cette lettre, puis en envoya 5 autres le lendemain. Bientôt, il consacrait 1 heure chaque matin avant de promener Boone à répondre à chaque enfant ou vétéran qu'il avait contacté. Ses réponses étaient simples, jamais dramatiques, juste la vérité, celle qu'il aurait aimé qu'on lui dise à son retour et qu'il n'avait pas reconnu le silence qui régnait dans sa propre maison. Un jour, une carte d'une veuve de militaire du Vermont arriva. Mon mari n'a jamais pu porter ses médailles, mais je pense qu'il se serait tenu à vos côtés dans cette salle d'audience. Dellard l'a lu 3 fois avant de le ranger. Bien qu'il n'ait jamais eu l'intention de devenir une voix, les lettres continuaient d'affluer. Un matin, Cora le trouva endormi à table, un stylo à la main, la moitié d'une lettre écrite. Elle drapa une couverture sur ses épaules et laissa un post-it près de son coude. Une voix fait place aux autres, même si elle chuchote. Lorsque Delran se réveilla et vit ces paroles, il sourit, se frotta les yeux et reprit son stylo. Entre-temps, le juge Franklin Dorsey, célèbre dans le Delaware pour son tribunal strict et rigoureux, a finalement rompu le silence sur la controverse. Après des semaines de réactions virulentes et les encouragements d'un consultant en relations publiques, il a accepté une interview radiophonique en direct. Sa défense sans détour de la neutralité et de la primauté du processus sur la performance n'a fait qu'attiser l'indignation. Anciens combattants et confrères du barreau ont inondé les réseaux sociaux de médailles et d'histoires. Un ancien accusé, Louis Barra, s'est présenté devant l'école de sa fille et a dénoncé la peur de Dorsey face aux émotions. Le soir venu, des hashtags comme #PerformanceOverProcess et #DorseyOut étaient en vogue dans tout le pays. 3 juges à la retraite l'ont publiquement réprimandé, et des avocats ont lancé des pétitions pour faire réviser sa conduite. Le barreau du Delaware a publié une déclaration mitigée sur l'optique et la société moderne, mais beaucoup ont estimé que c'était trop peu, trop tard. Depuis son canapé, Delran Massey observait la scène. Il ne voulait ni humilier Dorsey ni s'excuser, il voulait la vérité, sans armure ni défense. Tandis que Boone reposait sur ses genoux et que la télévision rediffusait l'interview radio, cette forte colère publique éveilla quelque chose en lui. Jeudi, un avis confidentiel est arrivé, la commission du Delaware sur la conduite judiciaire avait lancé une enquête éthique sur la conduite du juge Dorsey au tribunal. Le lendemain matin, le Delaware Courrier annonçait la nouvelle, la commission judiciaire ouvre une enquête éthique sur le juge Franklin Dorsey. Il ne s'agissait plus seulement de Delran. L'enquête a révélé au moins 8 affaires antérieures en cours d'examen préliminaire, chacune faisant écho au même thème troublant, présence militaire dans la salle d'audience, questions sur la neutralité et commentaires spontanés sur le comportement émotionnel des témoins. Sierra Lane était prête. Le matin même, elle publiait un article de suivi intitulé « Plus d'un moment, une décennie de tendance dans le tribunal de Dorsey ». Ses sources allaient de greffiers anonymes à d'anciens assistants juridiques, en passant par des avocats débutants et même un étudiant en droit qui avait effectué un stage auprès de Dorsey 2 étés auparavant. Dans un extrait saisissant d'une transcription de 2016, Dorsey a déclaré « Une Purple Hat ne vous qualifie pas pour interpréter le droit, mais seulement pour survivre au chaos ». Il avait prononcé ces mots en réponse à un vétéran de l'armée qui tentait de témoigner dans une affaire de conflit familial impliquant son propre frère. La déclaration du vétéran a été radiée du procès-verbal. Cette citation a eu un impact considérable, elle est apparue sur des pancartes de protestation devant le palais de justice de Wilmington en quelques heures. Anciens combattants, militants et civils se sont rassemblés sur les marches, brandissant des pancartes telles que « Survivre au chaos est notre aptitude » et « L'honneur n'est pas une option ». Les médias nationaux ont rapidement repris l'histoire, et les animateurs de fin de soirée l'ont évoqué non pas comme une chute, mais comme une question sérieuse, si un tribunal est l'endroit où la vérité compte le plus, pourquoi fait-il taire les personnes qui ont tout risqué pour la protéger? En coulisses, la commission judiciaire est passée à l'action. Elle a commencé à interroger le personnel du tribunal, des assistants juridiques et des greffiers ont été assignés à comparaître. Certains ont parlé vaguement, mais Simone Brenner, une ancienne greffière, a fait une déclaration enregistrée, Dorsey n'utilisait jamais d'insultes ni n'élevait la voix, mais il avait une façon de repousser certaines personnes, celles qui ne portaient pas le vernis approprié. Il pensait que le manque de respect discret était plus digne, a déclaré Brenner, mais ça fait mal quand même. La commission a ensuite demandé l'historique complet du cas de Dorsey depuis 2010. Elle a comparé les décisions et a constaté une tendance, chaque fois que des témoins militaires, en particulier des militaires noirs ou latinos ou toute personne portant des signes visibles de service, uniforme, médaille, voire plaque d'identité, témoignaient.
d'Orsay minimisait systématiquement leurs témoignages ou imposait des restrictions. Un moment marquant a marqué les esprits, une affaire de garde d'enfants en 2013, où un officier de la marine s'est vu interdire de porter son uniforme au tribunal. Lorsque l'officier a obtempéré, d'Orsay a souligné dans sa décision que juger la personnalité sans symbolisme extérieur permettait une observation plus neutre. Sierra a ponctué son rapport d'une remarque accablante, il voulait dire qu'il était plus facile de juger un homme lorsque sa dignité était invisible. D'autres plaintes ont afflué, l'une émanée d'une infirmière de l'armée de l'air à la retraite, l'autre de la veuve d'un marine qui avait témoigné lors d'une audience sur les prestations des anciens combattants. Les défenseurs publics ont commencé à réexaminer d'anciens dossiers et à rédiger des requêtes en appel chaque fois que la partialité du tribunal avait pu entacher l'issue. Le juge d'Orsay est resté à huis clos. Son porte-parole officiel a fait une déclaration mesurée, le juge d'Orsay défend l'intégrité de son tribunal et se conformera pleinement à toute enquête jugée nécessaire. Mais son emprise s'est affaiblie. La communauté juridique du Delaware, habituellement taciturne et prudente, a commencé à changer de cap. Les avocats ont discrètement pris leur distance. Les procureurs, qui louaient autrefois son ordre, le qualifiaient désormais de rigidité. D'anciens collègues ont exprimé leurs inquiétudes. De retour chez lui à Chesapeake, Delran Massey a pris la nouvelle non pas à la télévision, mais par son ami Julius, qui se présenta à la porte avec 2 cafés et un journal plié. « Ils viennent le chercher », dit Julius en posant le journal sur la table de la cuisine. « Pas avec des fourches, mais avec des disques. » Delran hocha la tête. « Il ne s'agit pas de vengeance, dit-il. Il s'agit de réparer. » Ce soir-là, il promena Boone le long du sentier derrière l'église. L'air était lourd de chaleur du début de l'été et les lucioles scintillaient comme des témoins silencieux. Il ne se sentait pas victorieux, juste serein. À son retour, Cora s'assit sur le porche. « Ils t'ont demandé de faire du bruit, dit-elle en se balançant lentement sur sa chaise, mais ton silence était la partie qu'ils ne pouvaient pas supporter. » Delran s'assit à côté d'elle. Ils partagèrent le silence de la soirée, sachant que, malgré toutes les audiences et les gros titres, quelque chose de bien plus fort se préparait au-delà des projecteurs. Il la sortit et la plaçait sur le comptoir de la cuisine, pas pour le montrer, juste pour le laisser respirer. Tandis que Delran retrouvait la paix, d'Orsay perdait pied et vite. La lettre de démission était brève, 3 paragraphes stériles et non signés adressés au juge en chef du Delaware. Pas d'excuses, pas d'aveu de faute, seulement une froide citation de « distraction continue incompatible avec la poursuite de ses fonctions judiciaires ». Dans des murmures en milieu de matinée, un greffier laissa filtrer la nouvelle, un attaché de presse la confirma dans un communiqué sans appel. Et, d'un seul coup, 28 ans de carrière judiciaire s'achevèrent dans le silence. Mais tout le monde ne resta pas silencieux. Moins d'1 heure plus tard, Sierra Lang publiait son dernier volet, L'homme qui n'éleva jamais la voix. Contrairement à ses exposés cliniques, celui-ci était méditatif, s'ouvrant sur une citation d'une transcription de 2012 où d'Orsay avait gentiment réprimandé un vétéran pour avoir parlé avec trop de fierté devant le jury. « Il ne s'agit pas seulement d'une robe, d'un banc ou d'un moment d'excès », écrivait-elle. Il s'agit de la façon dont la dignité est parfois traitée comme une perturbation lorsqu'elle n'est pas présentée sous un emballage approprié. Il s'agit de la façon discrète dont le pouvoir fait disparaître les gens. Ces propos ont touché une corde sensible. L'histoire a de nouveau fait le buzz à l'échelle nationale, cette fois sur un ton différent, moins d'indignation, plus de prise de conscience. Les juges de tout l'État ont discrètement réexaminé leur propre conduite. Des commissions juridiques ont diffusé des notes de service appelant à la sensibilité envers les militaires, en particulier ceux qui témoignaient en uniforme. Les avocats commis d'office ont rouvert des dossiers classés. Quelques vétérans, dont Louis Barra, ont déposé des requêtes en révision, invoquant le parti pris historique de d'Orsay. Sur X, un jeune procureur nommé Evan Chernick a publié « J'ai exercé au tribunal du juge d'Orsay pendant 5 ans. Je me suis toujours demandé pourquoi il semblait plus froid envers les vétérans qui ne ressemblaient pas à ce qu'il attendait. Je n'ai rien dit, c'était de la lâcheté. Je ne referai pas la même erreur. » Sa publication a récolté près d'1 demi-million de mentions « J'aime ». Pendant ce temps, les pancartes de protestation disparaissaient des marches du palais de justice et les associations de vétérans passaient à d'autres combats. Mais désormais, d'Orsay côtoyait une liste de juges dont la chute n'était pas liée à la corruption, mais à quelque chose de plus discret et, par certains côtés, plus dangereux, le respect sélectif. Delran a pris la démission par Sierra elle-même. Elle appela tard dans la soirée. « Je me suis dit que vous deviez être au courant avant que le reste du pays ne l'apprenne, dit-elle. J'apprécie,
répondit-il. Après un silence, elle ajouta, « Je n'ai rien écrit de tout cela pour faire de vous un symbole. » Il sourit dans le silence. Vous avez juste donné un nom au silence. Dehors, Delrin se tenait pieds nus sur le porche tandis que Boone arpentait la boîte aux lettres. Le ciel était strié d'orange virant au violet. Cora émergea avec 2 verres de thé glacé trempés de sueur. « Alors, il est parti ?» demanda-t-elle. Delrin hocha la tête. « Tu ressens quelque chose ?» pensa-t-il à voix haute. « Comme si j'avais besoin de balayer le porche ?» sourit-elle. Ils restèrent assis en silence, 2 verres trempés de sueur sous la chaleur tandis que les grillons entamaient leur chant du soir. À l'intérieur, la médaille reposait dans son écrin sur l'étagère du couloir, ni cachée, ni exposée ou juste posée là comme un objet à sa place. Plus tard dans la semaine, Delrin reçut un colis de l'école de Terence. À l'intérieur se trouvait une petite plaque en bois fabriquée par les élèves, « Vous nous avez forcés à écouter ». En dessous, une liste de noms, des enfants qui avaient dessiné, écrit des cartes et posé des questions parce qu'un homme était resté immobile dans une salle d'audience. Delrin l'accrocha près de la porte d'entrée, non pas pour le monde, mais pour lui-même. Le dernier mot n'appartenait pas au tribunal, il appartenait à Delrin et à une promesse faite il y a longtemps. L'air automnal de Camden embaumait un parfum de craie et de trottoir lorsqu'il sortit de sa voiture de location. C'était sa 2e visite au collège McKinley, mais cette fois, il n'était pas là pour parler, il avait quelque chose à dire. Sous son bras se trouvait une copie encadrée de la lettre originale de Terence Clay, écrite au crayon bleu avec un dessin de super-héros au dos. Il l'avait fait mettre sous verre, à côté de sa réponse manuscrite. Il n'annonça pas sa venue. Il entra simplement, et la secrétaire écarquilla les yeux. « Vous êtes Monsieur Massy ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Terence est-il là aujourd'hui ?» 10 minutes plus tard, Terence apparut, vêtu d'un sweat à capuche délavée et de baskets grinçantes. Ses yeux s'illuminèrent. « Vous êtes vraiment revenu. »« Je vous l'avais dit, » dit Delrin. « Je n'aime pas rompre mes promesses. » Il lui tendit le cadre. « Vous m'avez rappelé qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler fort pour être entendu. » Terence contempla la médaille épinglée sur la poitrine de Delrin. « Tu ne l'as pas portée la première fois. »« Cette fois, j'ai pensé qu'elle méritait un peu de soleil, » dit Delrin. « Est-ce qu'elle est lourde ?» demanda Terence. « Certains jours, on dirait une armure, » répondit Delrin, « selon ce que je porte. »« Tu crois que je pourrais en mériter un ?» se demanda Terence. Delrin marqua une pause, puis demanda, « Tu veux protéger les gens ?»« Je veux aider, » dit Terence. « Je n'aime pas les brutes. » Delrin sourit. « Alors tu en fais déjà plus que la plupart. » Avant de partir, il tendit un carnet vierge à Terence. « Écris tout, même les passages qui n'ont pas encore de sens. C'est comme ça qu'on les comprend. » De retour à Chesapeake, le calme revint. Des lettres continuaient d'arriver, l'une d'un juge à la retraite du Kansas, une autre d'un jeune marine d'Okinawa, et une autre d'une mère dont le fils avait changé de comportement à l'école après avoir entendu l'histoire de Delrin. Delrin créa un petit groupe de mentorat régulier pour les anciens combattants de retour, qui se réunissaient une fois par semaine à la bibliothèque. Pas de discours, pas de structure, juste un espace d'écoute. Cora apportait son aide, préparant les repas pour les réunions et plaisantant avec les jeunes vétérans qui, parfois, ne comprenaient pas que l'immobilité n'était pas une faiblesse, mais une stratégie. Un soir, après le départ de la dernière personne et la sieste de Boone, Delrin s'assit à la table de la cuisine. Il sortit une feuille de papier vierge non pour une déclaration, mais pour écrire une lettre destinée à celui qui pense que le silence est la seule réponse. Il traça ces mots, nul besoin d'élever la voix pour laisser une trace, nul besoin de remporter une dispute pour faire valoir un point. Parfois, il suffit de rester là où l'on est, même quand on essaie de nous émouvoir. C'est ainsi que nous protégeons notre nom, notre dignité, notre place dans le monde. Et quand ce moment sera passé, vous serez toujours debout, on se souviendra que vous n'avez pas bougé. Continuez à marcher. Delrin plia le papier, le glissa dans une enveloppe puis le déposa dans la boîte marquée « À envoyer ». C'est ainsi que fonctionne l'héritage, non pas dans le bruit, mais dans le poids des mots transmis à ceux qui en ont le plus besoin. Le respect ne s'accorde pas par un titre, une robe ou un rang, il se mérite, parfois protégé par ceux qui savent combien il coûte. Si la force tranquille de Delrin vous rappelle quelqu'un que vous connaissez, pensez à vous abonner à la chaîne, d'autres histoires méritent d'être entendues, d'autres voix d'être rappelées.